C'est-à-dire, quand on s'est dit, je suis Camerounais, il faut souvent avoir cette gentillesse, n'est-ce pas, d'ajouter, je suis Camerounais par rapport à la conférence de Berlin. Hein, pour que cela puisse faire sens, parce que on a l'impression que c'est un héritage de nos ancêtres, c'est l'héritage du divin. Certaines personnes iront même plus loin pour dire que c'est le don que Dieu nous a donné, notre Congo, notre cher beau Congo, notre cher beau Sénégal que Dieu nous a donné. C'est comme si Dieu était assis quelque part avec un bout de papier et un stylo en train de faire un peu de sketch pour déterminer les pays. L'aliénation mentale des peuples de Kachopa puisse s'éterniser, mais aussi c'est aussi une porte ouverte, grandement ouverte au néocolonialisme, parce que en se réclamant d'un tel ou tel pays par rapport à la conférence de Berlin, nous sommes en train de pérenniser, n'est-ce pas, cette idée ou bien ce concept ou bien cette réalité de pays qui ont été créés par rapport à un cabale organisé par l'Occident. Et souvent, ce que nous ignorons, c'est que les pays, les métropoles, bien que aujourd'hui on semble utiliser ce terme au passé, un passé composé peut-être, mais la réalité est que lorsqu'ils se présentent dans des grands salons au niveau planétaire, ils s'amènent toujours avec leurs colonies. La Belgique se présente toujours avec le Congo, avec le Rwanda, avec le Burundi, dans des questions de décisions stratégiques. La France aussi avec tous les pays francophones de Kachopa pour des questions stratégiques, l'année de même de l'Angleterre, ainsi de suite. Donc on compte la Belgique un petit pays, mais du point de vue de la stratégie mondiale, elle ne représente pas le poids d'un petit pays, parce que c'est toujours assimilé avec le Grand Congo, c'est toujours assimilé avec le Rwanda, avec le Burundi. On se voit comme la renaissance de Kachopa, du point de vue de l'action politique, du point de vue de l'action spirituelle et du point de vue aussi de l'action scientifique. Comment est-ce que on peut arriver à surmonter, n'est-ce pas, cette énormité, hein, parce que nous l'avons finalement compris tout au long de 3 émissions passées, que la répartition, n'est-ce pas, de frontières telles que nous ont été imposées à Berlin n'a été qu'une énormité qui était basée sur les intérêts des prédateurs. Dans le noyau de notre mission de ce soir, j'aurais peut-être vu qu'il fallait aborder maintenant la question sur le plan politique, sur le plan scientifique, sur le plan économique, sur le plan juridique, spirituel, je dirais social et culturel. Il faudrait par ça aussi voir un peu le plan éducatif. Donc ce sont des questions qui pourraient nous aider aujourd'hui par rapport à ces 7 ou 8 points. Cette réalité de la cartographie dans sa dimension spirituelle comme temporelle. Parler, n'est-ce pas, des dispositions politiques. Comment est-ce que, d'abord, que nous puissions analyser cette question, parce que avant de pouvoir parler et commencer à trouver des solutions, je pense que la meilleure façon, c'est de faire l'état de lieu. Hein, la disposition politique, la politique de Kachopa aujourd'hui a-t-elle une logique de continuité historique, ou bien c'est une politique plutôt c'est une politique qui répond à une logique de séquence ou bien d'interruption politique? Abordons un peu la question politique. La question politique par rapport à la cartographie actuelle. C'est ça la question, Mbouta, si je vous ai bien saisi. Exactement. Il faudrait comprendre par là que ce n'est pas simplement en 1885 que l'Occident a pénétré sur le continent africain. Sur le plan historique temporel, je pense que c'est intrinsèquement lié. Lorsqu'on va revoir le plan historique,
indubitablement on se rabat sur la réalité qui était en ce moment-là sur le plan temporel. Les Occidentaux ont commencé, je parle maintenant là des notions étatiques telles que cela a été compris par nous, c'est-à-dire les différents royaumes tels qu'on connaît, les différents ensembles territoriaux tels que placés et orientés depuis nos aïeux. Nous avions subi la première pénétration visible et réelle qui nous menaçait, parce que l'ouverture de l'Afrique ne date pas de 1885 ou de 1400, mais la pénétration réelle des envahisseurs et de tous ceux qui sont arrivés en Afrique, ce qui nous a inquiétés, commence à peu près vers les années 1300 et 1400. Sur ce, la compréhension d'abord de ce que nous appelons État, la compréhension de ce que nous appelons entité étatique ou territoriale, telle qu'est compris par nos aïeux, était difficilement, ou je dirais quasiment impossible à comprendre pour ceux qui sont arrivés. Leur compréhension de l'État c'est d'abord que l'être humain, la personne humaine, c'est-à-dire l'homme, devait être le maître absolu ou pourvoyeur de cet État, alors que la compréhension qui était le nôtre de l'État était que la personne humaine, le Muntu, devrait s'insérer dans la communauté de la création. C'est un vocabulaire peut-être qui va paraître nouveau, mais c'est-à-dire que la communauté de la création étant disposée par plusieurs ensembles, par plusieurs entités ou plusieurs groupes d'entités. Il s'est fait que parmi ces entités, il y a aussi la communauté des personnes humaines de Muntu qui devait se disposer dans tout cet ensemble pour créer un mode de vie conforme aux dispositions de la création ou conforme aux dimensions stellaires, aux dimensions territoriales, aux dimensions dans l'invisible comme dans le visible de la réalité de la vie telle qu'elle devait être. Or, l'occidental n'ayant pas conception du monde en disant que dans un État, vous ne pouvez peut-être pas prendre en compte les habitants ou les énergies sous la terre, sous l'eau, sous la mer et les associer comme partie intégrante de l'État. Ça, ce sont des potentialités ou des énergies que vous devez exploiter. C'est la première difficulté qui s'est imposée. Donc, au lieu de comprendre les entités ou les périmètres qui nous ne sont pas visibles, ceux que nous ne voyons pas, parce que par exemple, ce qui vit sous la mer est pour nous invisible. Nous prenons en compte de cette réalité faisant partie de la création de la fondation et même de l'existence de l'État. Alors que l'autre, qu'on pense là étant de potentialités à notre portée qu'il faudrait exploiter. Et cette incompréhension de la notion de l'État a fait qu'il y avait déjà des difficultés pour nous. Donc l'Occident commence, je remonte par ça, commence par déstabiliser le continent en 1400-1500 avec les événements ou les atrocités que l'on connaît de toutes ces mémoires de la traite négrière. Il nous ramène jusqu'en 1885, les terreaux du problème actuel. En 1885, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Pour que l'on puisse comprendre nous tous qu'est-ce qui s'est passé, il faut faire la lecture de ce que l'occidental a proposé. C'est-à-dire c'est lui qui a détruit l'Afrique telle que l'Afrique était. Il faudrait d'abord comprendre sa vision et sa perception à lui de la situation et du sujet. Comment a-t-il traité le sujet? Il a traité le sujet comme étant uniquement d'abord sur le plan économique. Sur le plan économique, l'économie de l'Occident est disposée ou est basée sur deux piliers, c'est-à-dire la consommation et la production. Qui devait consommer et qui devait produire? La première question. Lorsque l'occidental a répondu à cette question en comprenant qui devait produire, qui devait consommer et qui devait produire, il a commencé par tracer, par découper Cassiopea conformément aux besoins économiques, qui était le sien. Et sur ce, si je reste sur le Congo datant, on serait dans l'impossibilité de comprendre exactement la cartographie telle qu'elle a été présentée. Donc, je reste sur la dimension totale du continent, de Cassiopea telle qu'elle a été divisée, telle qu'elle a été court-circuitée, telle qu'elle a été percutée.
Donc, je disais que sur le plan politique, nous revenons en 1885 pour comprendre comment est-ce que l'occidental avait lui perçu la réalité de ces territoires et en répondant, en ayant perçu la réalité par rapport à sa réalité à elle, à ses besoins économiques, c'est ce qui a été le tracé du continent tel qu'elle est. Le tracé du continent tel qu'elle est a été chapeauté uniquement sur des besoins économiques. Qui consomme et qui produit? Or, c'est nous qui devons produire. Nous devons produire. Nous avions produit énormément en passant par le caoutchouc, le fer, le produit agroalimentaire. Nous avions énormément produit et la consommation se faisait ici en Occident. Cette réalité de la production par nous, avec nos propres efforts, avec notre propre, c'est-à-dire aller chercher nos propres ressources et nos propres richesses pour l'amener de l'autre côté, c'est la situation qui nous a énormément compliqué, qui a totalement changé et chamboulé la vision politique qui était la nôtre. La conférence de Berlin en 1885 n'a fait qu'officialiser et légaliser une institution spirituelle et temporelle qui devait prendre la place sur l'institution spirituelle et temporelle africaine qui était en place. Cette institution spirituelle et temporelle, je vais essayer un peu de l'expliquer. L'institution spirituelle qui devait prendre place, en réalité, c'est l'Église catholique. C'est l'institution spirituelle qui devait prendre place. Je dis bien, cela concerne tout le continent africain. Que ce soit même, certains diront que sur la diapason du côté islamique, des territoires qui ont été islamisés, tout ça dépend de l'ordre temporel du Vatican. Donc il a fallu placer l'ordre temporel d'abord, l'ordre spirituel du Vatican et l'ordre temporel qui était conduit par l'Allemagne. Cette réalité aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, si cette réalité n'a pas été visible par tout le monde, c'est simplement parce qu'il y a eu les 2 guerres mondiales qui a empêché l'Allemagne de jouer le rôle du pouvoir temporel sur, j'ai dit bien sur tout l'étendue du territoire africain, parce que cette œuvre-là appartient à l'Allemagne. La métropole dirigeante du continent africain, c'est bel et bien l'Allemagne, raison pour laquelle la conférence a été placée à Berlin. Donc, la réalité de la cartographie telle qu'elle est présentée aujourd'hui à nos jours, nous devons d'abord commencer par récupérer l'ordre temporel auprès de l'Allemagne et récupérer l'ordre spirituel auprès du Vatican. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai dit bien que ce soit sur le territoire africain qui se place sous l'influence islamique, c'est l'ordre spirituel du Vatican qui tient le règne. Et sur tout l'ensemble du territoire africain, c'est l'ordre temporel de l'Allemagne qui tient le règne. Après, il y a certains arrangements qui se sont faits entre différentes confessions islamiques, protestants, catholiques, judaïques et autres. Mais la réalité de fait est que l'ordre temporel du continent, la cartographie du continent africain sur le plan temporel, c'est la cartographie qui détient le Vatican. Et la cartographie, la cartographie spirituelle du continent africain, c'est la cartographie qui détient le Vatican. Et la cartographie temporelle du continent africain, c'est la cartographie qui détient l'Allemagne. Donc ce sont ces deux questions, ce sont seulement ces deux périmètres, ces deux piliers qu'il faut aborder pour essayer de comprendre la situation dans laquelle se trouve le continent, pourquoi nous en sommes arrivés là, et l'impossibilité qu'il y a aujourd'hui de revenir sur l'ordre tel que cela a été autrefois, ou sur une dimension. Nous pouvons même dans le jour actuel dépasser l'ordre qui a été autrefois pour créer un nouvel ordre, une nouvelle perception de la cartographie sur le plan spirituel comme sur le plan temporel. Voilà classiquement, si je peux déjà orienter le débat dans ce sens, et nous allons progresser dans ce sens pour essayer d'expliquer en long et à large pourquoi le Vatican, pourquoi l'Allemagne et qu'est-ce qu'il en est des difficultés actuelles. Non frère, que quand nous parlons du concept actuel de Cachopa, Berlin, l'Allemagne est un élément clé et Vatican. Comment justifiez-vous cela? Parce que nous voyons quand même que l'Allemagne, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, a totalement perdu son pouvoir. Et c'est l'Empire britannique qui a en tout cas joué un grand rôle dans, même quand on parle de la colonisation, l'Empire
Britanniques avait un grand nombre, n'est-ce pas, de colonies que les autres empires. Pourquoi est-ce que vous nous ramenez à Berlin, en Allemagne, et puis pourquoi Vatican? Parce que nous voyons aussi que l'Empire britannique, n'est-ce pas, est contrôlé ou bien dirigé par, n'est-ce pas, la tradition britannique ecclésiastique. Pourquoi nous rentrons à Berlin? Les territoires, nous sommes sur la terre. Tout le monde le sait. L'autre fois, je pense que l'émission précédente, nous avions abordé un principe sur le Kodia. Comment le monde, il n'y a rien qui ne fonctionne en dehors de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un point sur la terre, et c'est à partir de ces points-là que tout va rayonner. Et lorsque le rayonnement commence, lorsque ceux qui suivent parfois les Jeux Olympiques, ils ont l'habitude de voir le flambeau, la flamme circuler de pays en pays. Il y a un point de départ où tout a commencé. Lorsqu'on vous donnera le flambeau passe à Athènes. Vous pouvez faire dans la mesure du possible, dans la capacité qui sont et le moyen qui sont les vôtres, exceller par rapport à toutes les villes. Lorsque le flambeau ira à Madrid, vous pouvez exceller et prendre dans la dimension possible qui est la vôtre, faire des choses qui n'ont pas été faites ou qui ne seront pas faites à Pékin. C'est-à-dire, dans cet état d'esprit, je voudrais dire que le point de rayonnement a commencé bel et bien en Allemagne. Et lorsque la rotation a commencé, bien évidemment, la rotation à un moment donné est passée même vers les États-Unis d'Amérique. La rotation est passée vers la Grande-Bretagne. La rotation est passée vers la France. La lumière est passée vers la France. Et la France, lorsqu'elle a pris la lumière, elle a rayonné à sa manière. Mais cela n'empêche que le point culminant et le point de retombée, là d'où c'est parti, ça reviendra là. Donc, nous sommes sur la terre. Excusez, c'est comme on dirait, l'eau quitte la source pour revenir à la source. C'est un peu ce que vous voulez dire. C'est dans cette logique-là que j'essaie d'aborder la question. C'est-à-dire que sur la terre, nous étions quelque part sur la terre. Et la vibration européenne, jusqu'à preuve du contraire, la vibration européenne, depuis le temps, jusqu'à ce jour au moment où nous parlons, c'est-à-dire que cette vibration pour dominer l'Afrique est partie de l'Allemagne. Vous voyez que nos esprits parlent toujours de la conférence de Berlin. On n'a pas changé de nom. C'est resté la conférence de Berlin. Il a fallu que le mur de Berlin puisse tomber pour que le communisme et le capitalisme fassent corps commun. Parce qu'aujourd'hui, le communisme et le capitalisme ont fait corps commun et ils ont formé ce que les gens appellent la mondialisation, bien évidemment avec des intérêts divergents entre les anciennes puissances, c'est-à-dire la Russie et tout le bloc communiste, et de l'autre côté, les États-Unis d'Amérique et tous ses alliés. Mais la mondialisation, c'est maintenant le partage des intérêts sur tout ce qui est communiste et capitalisme. Mais le point culminant, le point névralgique de la Terre, la vibration d'où elle est partie, reste l'Allemagne. La Grande-Bretagne peut bien prendre le flambeau, la France peut bien prendre le flambeau, les États-Unis d'Amérique peuvent bien prendre le flambeau, mais personne ne va dérober à la règle. Nous sommes allés en Allemagne. Le continent africain a été divisé en Allemagne par le mur de Berlin. Le mur de Berlin symbolisait de nos jours la séparation frontalière ou territoriale des pays africains. Lorsque le mur de Berlin est tombé, le mur de Berlin, si je ne m'abuse, corrigez-moi, je pense qu'il est tombé en 1990, 89-90. Lorsque le mur de Berlin est tombé, Nelson Mandela a été libéré de la prison. Parce que le deuxième mur invisible que les gens ne voyaient pas était le mur de l'apartheid. Ce mur de la séparation. Lorsque Von Bismarck, qui est le pionnier, l'être économique par excellence, le plus grand économiste du monde occidental, parce que l'économie du monde occidental, depuis que cela a été tracé par Bismarck, de nos jours, je parle de l'économie moderne, personne n'a dérobé à la règle. Il n'y a aucune nation parmi tous ces États-là qui s'enrichit sans pour autant aller piller systématiquement et détruire ou prendre les richesses qui ne leur appartiennent pas. Personne n'a dérobé à la règle. Le premier ministre espagnol de l'époque, l'ancien, je cite, José María Aznar, disait que
aux pays européens, nous ne sommes plus au moment où, pour renfouler les caisses de l'économie occidentale et des pays, des nations occidentales, il faut aller piller systématiquement l'Afrique. Mais personne aujourd'hui n'a réussi à sortir de cette définition, c'est-à-dire à suivre la ligne tracée par José Maria Aznar. Donc, Van Bismarck reste toujours le plus grand économiste, c'est-à-dire, pour être économiquement fort, pour être puissant, il faut aller piller systématiquement ce qu'eux, ils considèrent comme les faibles. C'est sur ces dessins-là que la conférence de Berlin a été faite. L'Allemagne restant le porte-étendard territorial, je cite, donc, autrement, je dis, c'est l'Allemagne qui porte l'âme, qui conduit la situation, l'Afrique dans de telles situations, telles que l'Afrique a le Congo démocratique, le Congo Brazzaville, le Sénégal, la Mauritanie. Cette division-là, l'âme véritable de la chose se trouve au niveau de l'Allemagne. Mais je vais démontrer que l'Afrique n'était pas le seul continent visé. Lorsque Van Bismarck a établi l'hégémonie économique de l'Allemagne, je pense que jusqu'à preuve du contraire, l'Allemagne reste la puissance économique de l'Europe. Lorsque Van Bismarck a tracé les limites de cette entreprise, la question restait encore sur des dimensions théocratiques, je disais. C'est-à-dire qu'on était encore dans un niveau de théorie où il fallait encore comprendre, où il fallait expliquer, où il fallait rentrer dans l'analyse de la situation pour que l'événement ne puisse pas rater. Nous étions en 1800, Bismarck trace ce qu'il fallait tracer, mais il a fallu aller sur le terrain. C'est pourquoi je vous dis que c'est l'Allemagne qui reste toujours le cerveau. L'Allemagne sollicite la royauté d'Angleterre. La royauté d'Angleterre a livré ce que nous appelons les explorateurs, dont le plus grand connu sont David Livingstone et Henry Morton Stanley. C'est sur ces points-là que l'Angleterre intervient. C'est-à-dire qu'il fallait explorer. Or, pour aller explorer, c'est toujours, la facture revient toujours à la Grande-Bretagne. La facture de l'exploration, rappelez-vous encore de Christophe Colomb, c'est la Grande-Bretagne qui a payé toujours la facture. Bien que la reine d'Espagne a initié l'entreprise, mais ce n'est pas à elle, cela ne revenait pas à elle de le faire. L'Espagne, à ce moment-là, vous saviez qu'en ce moment-là, l'Espagne et la Grande-Bretagne, là, et la couronne d'Angleterre, c'était un peu couteau tiré, qui sera la plus puissante, qui sera ceci. Mais la facture revient toujours à la Grande-Bretagne. Et c'est la Grande-Bretagne qui devait payer le coût de l'exploration. Ils sont allés faire l'exploration. Lorsqu'ils sont revenus, il y a des notions qui ont échappé à tous les deux, à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne. C'est la Belgique qui rentre en action. La Belgique devait rentrer en action. Pourquoi? Parce que c'est à la Belgique qui revient l'étude ethnographique de populations, comme ils disent, des ethnies, des nations vivant, j'ai dit bien sur tous les territoires africains. Ce sont les savants, les érudits belges qui ont travaillé de partout, jusqu'en Afrique australe, montant jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'en Afrique, c'est la Belgique qui a travaillé. Et lorsqu'il a fallu maintenant aller placer les ambassades, c'est-à-dire qu'il fallait aller placer les ambassades, l'explication nous devons nous faire voir sur le terrain. C'est la Hollande, Niderlande, les Pays-Bas qui rentrent en action. Chacun avait sa tâche, chacun savait comment il fallait faire. Lorsqu'il fallait maintenant dénigrer, c'est-à-dire commencer à détruire psychologiquement, culturellement et mentalement les populations autochtones qu'ils ont trouvées, c'est la France qui devait rentrer en action. La France est rentrée en action avec son pouvoir de la communication pour essayer de détruire systématiquement les populations qui y vivaient et qui étaient. Donc chacun avait son... Mais l'Allemagne reste le point principal. Or, nous sortons de 1800. Comment il fallait matérialiser ces plans de Van Bismarck? Il fallait matérialiser ces plans. Il fallait rentrer maintenant dans la logique, dans la dimension effective de la temporalité. Donc, nous rentrons maintenant dans l'effectivité temporelle. Il fallait chercher quelqu'un qui est capable de mettre en place cette politique. La conférence de Berlin a eu lieu en 1885. Tout a été divisé, tout le plan a été fait. Mais il fallait maintenant conquérir l'Afrique. Et pour conquérir l'Afrique, c'est là que l'Allemagne maintenant rentre dans sa phase. Il faut asseoir le pouvoir temporel. C'est Hitler qui rentre en action. Hitler rentre en action
dans la dimension d'abord européenne. C'est-à-dire que l'Allemagne a réussi à faire asseoir une idée. L'idée a été assise dans toutes les nations européennes et occidentales, mais il a fallu que le pouvoir de l'Allemagne puisse s'asseoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Hitler rentre en action. Donc, comme les Français, les Belges, tout le monde a accepté nos idées, il faudrait que notre autorité temporelle, notre pouvoir, s'assoie aussi parmi toutes ces nations. Et c'est là que l'Allemagne rentre en action. L'Allemagne rentre en action. Les conséquences, vous savez, lorsqu'on mène un projet, les conséquences ne sont toujours pas telles que nous l'avions mesurées. Les conséquences ont été peut-être dévastatrices, ce qui a fait que certaines nations ont repris en Allemagne une partie de ce que l'Allemagne leur a pris. Certaines nations ont combattu, Première, Deuxième Guerre mondiale. Ils nous ont dit de participer parce que nous aussi, on allait répondre à l'Allemagne ce qu'il nous a pris. Voilà la naissance de ce que nous avions appelé des pays indépendants. Il a fallu récupérer, j'ai dit bien, une partie de ce qui nous a été pris, mais pas la totalité de ce qui nous a été pris. Et quelle était la totalité qui nous a été prise? C'est la cartographie réelle des Kachobia qui nous a été prise. Mais quel était notre pouvoir temporel, la capacité que nous on avait? Il faut suivre les discours de tous les pères des indépendances. Tous les pères des indépendances ont dit que nous avions la capacité de sortir nos populations sous le joug de la colonisation, mais ils ne sont pas allés au-delà parce que leur pouvoir temporel ne leur permettait pas peut-être d'aller au-delà. Leur pouvoir spirituel leur aurait permis d'aller dans ce sens si tout le monde avait compris, avait soutenu le père des indépendances. Permettez-moi que je cite le président Kasavubu du Congo indépendant. Il disait qu'il fallait coller le cordon ombilical de toutes ces nations avec nos royaumes anciens. Lui, il parlait du royaume Congo. Lorsque les autres n'ont pas suivi, on posa la question au président Kasavubu, quelle sera l'église, la religion officielle du Congo indépendant? Il a dit, ça sera la religion catholique. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas suivi, on a remis le pouvoir spirituel au Vatican, parce que personne n'a suivi. Comme personne n'a suivi, le Vatican reste le maître du pouvoir spirituel. Aussi longtemps que le Vatican restera le maître du pouvoir spirituel, les tracés de la conférence de Berlin vont persister parce que l'Afrique doit combattre. L'Afrique doit combattre pour récupérer son continent. L'Afrique doit se battre pour récupérer, faire tomber définitivement le mur de Berlin, faire tomber la séparation. L'Afrique doit combattre. Les nations européennes ont combattu, ils sont allés combattre. C'est pourquoi je disais tout à l'heure le territoire. Eux, ils sont allés à Versailles. Ils sont allés à Versailles pour signer. Lorsque nous allons à Versailles pour signer, Versailles est le patrimoine royal de la France. C'est-à-dire que toutes les royautés se sont présentées. L'Espagne a repris sa royauté, l'Angleterre a repris sa royauté, toutes ces nations ont repris leur royauté. La Suède est un tout consort, la France jusqu'à preuve du contraire est un empire. Hein. L'empire vit encore. À ceux qui pensent que la France a basculé dans une république, dans le sens où l'empereur n'existe pas, si l'empereur français n'existait plus, c'est le jour où vous verrez disparaître la francophonie. Ces jours-là, dites-vous que la puissance et la richesse du monarque français est tombée. Dans la mesure du possible où la francophonie existe, donc nous sommes toujours, la France est toujours l'empire napoléonien que les différents présidents essayent de conduire. Parce que le même bracelet, le même collier à 16 pétales, à 16 coureaux que portait Napoléon, c'est le même que porte chaque président français qui vient en exercice. Donc l'empire vit toujours. Et l'Afrique est restée dans cette dimension-là. Parce que l'Afrique n'a pas encore conquis son pouvoir temporel. L'Afrique doit aller conquérir son pouvoir temporel, répondre à l'Allemagne, c'est que l'Allemagne nous a pris. Certains ont combattu Hitler, ils l'ont combattu pour récupérer ce qu'ils ont pris. Mais Hitler était là pour exécuter et concrétiser le projet de Von Bismarck. Parce qu'il se disait lui-même, il ne servirait à rien d'aller en Afrique, dans la mesure du possible où on aura conquis les nations européennes qui sont allées coloniser l'Afrique sous notre instigation, c'est-à-dire que toutes ces nations nous reviennent. Ils sont allés uniquement sur des points stratégiques. Le point stratégique de l'Afrique où l'Allemagne a posé ses bandeaux, ce sont ces points stratégiques qui l'appartiennent. Et jusqu'à preuve du contraire, tout appartient à l'Allemagne. Elle est la puissance, j'ai dit bien, la puissance économique et politique numéro 1 de l'Union européenne. Or,
dans l'Union européenne, ils ont l'habitude de parler toujours du couple franco-allemand. Mais les couples franco-allemands, la femme, la dame française, suit toujours les recommandations de l'homme allemand. Le président français, même celui qui exerce maintenant, avait commencé par dire pendant les élections non à Madame Merkel, mais il a fini par se rebiffer de cette position et de suivre, d'aller signer d'abord. Il est allé d'abord signer en Allemagne avant de venir ici et d'être élu président. Donc, la réalité de fait est que tout appartient encore à l'Allemagne et l'Afrique. Les continents africains, si elle veut récupérer sa cartographie, la vraie cartographie temporelle, du pouvoir temporel qui se trouve de Cassiopea actuelle, telle qu'elle est présentée par des pays découpés par 2 345 000 km, des pays sous influence coloniale, la cartographie se trouve encore à Berlin. Ce sont les autorités allemandes qui les ont. Donc, il faudrait qu'on aille d'abord là-bas pour reconquérir ces territoires, reconquérir notre pouvoir temporel. C'est l'Allemagne qui les détient. La cartographie véritable, c'est l'Allemagne qui les détient. Nous pouvons bien dire, ça c'est l'influence de tel territoire, ça c'est l'influence de tel territoire, mais ça ce sont de représentations. En fait, la royauté française est la représentation de l'Afrique équatoriale française. La royauté belge est la représentation de pays colonisés par la Belgique. La royauté espagnole est la représentation des pays hispanophones. La royauté portugaise est la représentation des pays luxophones. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la réalité du pouvoir temporel, c'est-à-dire le pouvoir temporel en soi-même, réside en Allemagne. Et ce sont les Allemands qui les détiennent. Ça, c'est la cartographie actuelle. En ce qui concerne la cartographie spirituelle, le pouvoir spirituel, comme je le disais, lorsque les autres n'ont pas suivi, le pouvoir spirituel a été transféré ou remis au Vatican. Parce que le Vatican en soi, la spiritualité du Vatican, c'est une spiritualité de tous les empires africains, si je dois utiliser ces termes, de l'empire du Ghana à l'empire du Congo, jusqu'au KwaZulu, à Mapungubwe dont on parlait autrefois, jusqu'à toutes ces nations, c'est une spiritualité dont l'émanation, la clé et le secret résident dans le mystère du grand boa africain, c'est-à-dire Ngoma, Nguma, Nyoka, comme vous pouvez l'appeler. La réalité du pouvoir du Vatican, c'est ça. Et cette réalité est partie de là. Lorsque la Chine avait compris cette diapason de choses, les mystiques chinois se sont élevés par l'entremise de Mao Tse-tung et ils ont réussi. Donc, parce que nous l'avions compris. Donc, il est fort et possible que nous puissions aussi réussir pour aller dans ce sens et récupérer l'ordre spirituel et temporel de l'Afrique. Une fois que l'on aura l'ordre spirituel de l'Afrique, mes chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, essayez de comprendre la vie du serpent. Essayez de comprendre la marche du serpent. Essayez de comprendre la métaphysique du serpent. Et c'est facile. Nous allons comprendre comment est-ce que le serpent place ses limites. Comment est-ce que le serpent place ses frontières. Comment est-ce que les serpents marchent. Comment est-ce que les serpents se promènent. Quels sont les lieux, les endroits qui attirent. Et c'est là qu'on va refaçonner le continent. Sans aller chercher très haut. Nous ne commencerons que par là. Je pense que l'un de nous a commencé. L'un des symboles par excellence de la République sud-africaine, c'est le Kundalini, le Kongolo, le Mumba, le serpent arc-en-ciel. Ce serpent arc-en-ciel que Kimbangu, avant sa mort, a appelé de tous ses voeux. Je t'implore, notre créateur Mumbaloa, de descendre avec tous ses esprits. Mais ce serpent arc-en-ciel, lorsque Kimbangu l'a imploré, est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il était venu et qui l'a pris? Voilà les questions fondamentales qu'il faut se poser lorsque Kimbangu est parti du Katanga. Où est-ce qu'on l'a placé en fait? Où est-ce qu'on l'a amené? Est-ce que la prison où on avait placé le roi de Belge avant... pendant le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, quelque part, sous le sceau de l'Allemagne,
N'est-il pas probable d'aller chercher Kimbangu Lumumba là-bas? N'est-il pas probable parfois d'aller chercher Barthélemy Bouganda là-bas? N'est-il pas probable parfois d'aller chercher comment il s'appelle l'autre là, Samora Machel là-bas? N'est-il pas probable d'aller chercher Thomas Sankara là-bas? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Voilà. Merci. C'est que lorsqu'on commence à aborder la question de la conférence de Berlin que l'on disparaît. Pas autre chose. Ce n'est que lorsqu'on commence à aborder la question de la conférence de Berlin que les choses deviennent compliquées. Donc c'est là qu'il faut commencer le pouvoir temporel et spirituel du Vatican comme de l'Allemagne. Lumumba, lui, a pris le courage d'aborder les questions spirituelles, c'est-à-dire de récupérer le pouvoir spirituel du Vatican, lorsqu'il disait pour lui, l'entité spirituelle du Congo redeviendra Kimbangu parce que la race noire doit aller sur ça. Après, sur ça, il faut aller sur la métaphysique, non de la personne individu Kimbangu, qui a porté le corpus spirituel, Kimbangu, en le personnifiant en homme, mais de rentrer véritablement dans la conception de Kimbangu. Oui, merci Mbouta Dompey. Moi, je voudrais plutôt dire quelques points sur lesquels, en fait, qui iront un peu en parallèle par rapport à ce qui a été dit, non pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de cette émission. Tu as bien rappelé que aujourd'hui c'est la 4e partie en fait de l'émission que nous sommes en train de traiter sur la cartographie de l'Afrique. Et lorsque on avait effectivement défini la cartographie, on l'avait défini comme aussi la localisation de ce qui était matériel, la localisation des éléments, et pour ramener ça un peu à la situation de l'Afrique, du Congo et de l'Afrique en général aujourd'hui, on se rend compte que si nous considérons justement la cartographie comme étant la possibilité de pouvoir se localiser par rapport à l'espace et par rapport au temps, parce que lorsqu'on sait se situer par rapport au temps et par rapport à l'espace, on sait d'où est-ce que nous venons et on sait où est-ce que où est-ce que nous allons en fait. Parce que si nous ignorons totalement le lieu actuel où nous nous trouvons, on aura des difficultés énormes de savoir déjà d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous allons. Et en ayant cette idée-là, justement, cet esprit-là de la cartographie, effectivement, la cartographie d'aujourd'hui de Katiopa, je pense que le constat a été fait, on l'a bien dit que cette cartographie-là est erronée. Alors, moi j'ai prélevé un peu plusieurs points dans lesquels je pointais de manière précise le fait que nous utilisons en fait une cartographie qui est totalement erronée, et par rapport à cela, nous n'arriverons jamais à trouver des solutions à nos problèmes. Alors, si nous considérons justement notre intellectualisme au niveau économique, au niveau politique, au niveau éducatif, religieux et culturel, tout ça, si effectivement par rapport à comment est-ce que le frère vient de le développer, c'est que nous devrons tous avoir les regards tournés vers Berlin, là où justement ont été décidées les choses de manière temporelle par rapport à l'Afrique. Considérant justement que ces choses-là se sont ainsi, et que si nous aujourd'hui nous voulons nous émanciper, nous voulons sortir de ces systèmes-là, effectivement, si la cartographie que nous utilisons aujourd'hui de manière intellectuelle est la cartographie qui nous a été imposée, parce que la dernière fois, souvenez-vous, on avait aussi évoqué le maréchal Mobutu, tout ce qu'il a fait au Congo. Un exemple simple aussi, le frère Oiseau aussi l'a énuméré, c'est-à-dire que la vision qu'avaient les ancêtres, nos ancêtres, ils se considéraient pas comme l'élément le plus important de la création, mais eux-mêmes ils se considéraient comme un élément de la création. Ce qui veut dire que non, les ancêtres vivaient avec une harmonie parfaite avec la création. Il s'est considéré comme un tout dans la création. C'est considéré comme un tout dans la création, ce qui veut dire que non, le lion, la chèvre, la moustique, les arbres, tout ce qui m'entoure, vivent de la même manière que moi aussi j'ai vécu. Alors,
la cartographie intellectuelle que nous utilisons aujourd'hui, c'est que effectivement mon père avait fait, parce que vous allez remarquer qu'aujourd'hui, pour ne parler que du Congo, hein, cet exemple-là, je le prends du Congo, la ville par exemple de Guadeloupe, cette ville-là a été conçue malgré tout ce qu'on peut dire de Mobutu, de la façon dont les choses ont été faites, mais au moins cette ville-là a été bâtie par Mobutu. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, s'il y a les fonds, il y a les énergies qui sont données pour entretenir les villes, c'est les villes qui ont été bâties par les colons belges. Ce qui, en d'autres termes, veut dire que non, on veut vraiment, il y a une volonté manifeste de nous maintenir dans cette cartographie architecturale qui a été imposée par la conférence de Berlin en passant par tout ce chemin que cela a emprunté jusqu'à arriver à la Belgique. C'est cela, justement, si on peut considérer comme une cartographie au niveau architectural que nous utilisons aujourd'hui. Et il y a aussi cette cartographie-là au niveau politique, au niveau éducatif, au niveau religieux, au niveau politique, au niveau intellectuel, par exemple. Aujourd'hui, nous vivons, pour nous qui vivons ici en Occident, nous sommes là, nos enfants vont à l'école, nous travaillons dans ces pays, nous contribuons, tout ça, mais à regarder, on a l'impression, c'est comme si que par cette cartographie qui est imposée à nous intellectuellement, on a l'impression comme si que tout ce qui vient de l'Occident, tout ce qui vient de l'homme occidental est par défaut bon. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de objections à faire, nous n'avons pas de corrections à apporter sur ces choses-là. Parce que tout simplement, nous partons du fait que la cartographie intellectuelle qui nous a été communiquée par tous ces moyens qui ont été cités, la colonisation et tout ça, est par défaut bon. Donc, les constats est vraiment fait que il nous faut absolument sortir de cette situation-là, parce que la cartographie intellectuelle, la cartographie architecturale, politique, et peut-être que je reviendrai pour aller peut-être un peu plus en détail par rapport à ça, pour ne pas vraiment monopoliser la parole, parce que j'ai du coup beaucoup de choses à dire par rapport à cet aspect des choses là. Mais une chose est sûre, c'est que la cartographie sur tous ces points là que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui sont des cartographies tout à fait erronées, qui vont dans le sens de promouvoir, qui vont dans le sens de nous maintenir encore davantage dans tout ce qui a été décidé par rapport à la conférence de Berlin. Voilà, Donc, bon, la question que je vais poser à l'exposant, est tout à fait simple. C'est aussi la question que je me pose tout le temps quand je dans mes travaux, c'est de comment est-ce qu'on peut maintenant trouver quelle conception la plus facile. Parce qu'il faut aussi penser à nous réfléchissons en tant qu'intellectuels. Maintenant, comment est-ce que dans l'arrière-pays, chez les gens qui n'ont, on va dire les illettrés comme on dit, entre parenthèses illettrés, parce que c'est pas seulement la connaissance livresque qui est une connaissance. Donc, comment maintenant expliquer, comment pouvoir comment je peux dire ça, faire parvenir ou alors rendre accessible ce problème-là dans l'arrière-pays. Tous les gens qui ne lisent pas, qui n'ont pas cette dialectique-là de ce problème d'avant Kachopa et après Kachopa. Donc la question. Vraiment, malheureusement que je n'aurai pas beaucoup à dire parce que je n'ai pas bien saisi le sujet d'aujourd'hui, et surtout que l'intervenant avait beaucoup mélangé ces éléments. Il a fait entrer les problèmes de Kimbangu, les problèmes de la cartographie, les problèmes de la religion, tout ça, et c'était difficile de le saisir. Il aurait au moins abordé un sujet après un autre, et puis on peut aller progressivement. Mais étant donné qu'il est allé en vitesse, alors je n'ai pas bien saisi ce que vous voulez dire, c'était quoi, ce qu'on pouvait aborder, c'était quoi. Moi, je n'ai pas bien compris ça, vraiment, selon mon entendement. Mais ce que je voulais savoir, c'est juste, vous parlez de Kachopa, je voulais savoir, qu'entendez-vous par Kachopa? Kachopa, vous voulez parler de quoi? Avant que je puisse encore poser une deuxième question. Quand nous essayons un peu de relire l'histoire, nous réalisons qu'il y a eu un moment où le continent de l'Afrique, comme nous le connaissons aujourd'hui, ne s'appelait pas Afrique.
nous voyons qu'il y a eu des noms successifs. Et quand nous essayons d'analyser un peu ces noms, nous réalisons qu'il y a des noms qui sont d'origine extra-africaine, si on pouvait passer à la théologie, c'est-à-dire des noms qui n'ont pas été nommés par les habitants qui habitaient ces masses de terre eux-mêmes. Alors, dans cette démarche de la Renaissance, dans cette démarche de la prise de conscience de nos valeurs, nous nous sommes dit que le premier dénouement des chaînes commencerait par nous appeler par rapport à nous-mêmes et non par rapport à nos bourreaux. Nous savons tous que le nom de l'Afrique, c'est un héritage qui nous a été légué par des envahisseurs venant du Yémen qui ont conquis la partie du nord, un certain Saifa Afrikia bin Saifa qui avait conquis la partie du nord, et les Romains, quand ils sont venus, ils ont appelé la partie nordique Afrikia. Et finalement, c'est les Arabes qui ont plus préféré utiliser Soudan ou bien Afrique pour appeler tout le continent. Alors nous trouvons qu'il est assez malpropre de continuer à nous nommer à accepter une nomination au nom qui rend hommage, excusez-moi, je cherchais le mot, qui rend hommage à nos bourreaux. Voilà pourquoi nous nous sommes posé la question de voir s'il n'y avait pas un nom qui serait plus approprié que les fils de Kachopa, de l'Afrique, je peux passer encore le terme, les fils de l'Afrique, par leur génie propre, avaient usé pour se nommer. Et là, nous avons trouvé deux noms. Il y a Kama, qui est plus lié, n'est-ce pas, au génie de fils de ce continent. Et il y a Kachiopa. Kama, qui est la terre, l'énergie de la mer, l'énergie qui m'est donnée par la maman, l'énergie qui est immortelle, le Ka, qui se passe de génération à génération. Et il y a Kachopa, qui est l'énergie, le Ka, qui est lumineux, qui est, comment je dirais, qui est accueillant, qui est chaud, qui est accroupia, qui est brûlant. Et nous savons que ce nom a été, même quand vous lisez les cartes anciennes du XIIe siècle, vous voyez que tout le continent à un certain moment était appelé Éthiopia. Éthiopia qui est une grécanisation du mot Kachopa, Éthiopius, qui est devenu Éthiopia, l'Éthiopie. Donc à un certain moment, quand vous prenez les cartes anciennes, vous voyez quand on parle de l'Éthiopie centrale, c'est l'Afrique centrale. Ce n'est pas l'Éthiopie selon la cartographie de Berlin, Abyssinie, le petit pays que nous appelons aujourd'hui Éthiopie. Et vous allez voir que par exemple la mer de l'Éthiopie, la mer de l'Éthiopie occidentale, c'était l'océan Atlantique. Ça, ce sont les anciennes cartes. Et voilà pourquoi nous pensons que il est de droit à ce que nous puissions reprendre l'appellation qui répond plus à notre génie propre, à notre prisme culturel, à notre paradigme. Donc c'est dans ce sens-là que vous voyez que nous préférons utiliser le mot Kachopa, et même la radio, c'est Radio Nabiso Kachopa, qu'on peut traduire, pour ceux qui voulaient comprendre la signification, ça signifie seulement notre radio l'Afrique. Mais nous prenons l'Afrique comme étant un nom esclavagiste. Alors on ne peut pas continuer à faire, n'est-ce pas, l'éloge des esclavagistes. Demandez à M. Ouazzoulou, il a dit que nous devons récupérer notre pouvoir spirituel qui est en Allemagne. C'est là où je vais savoir comment est-ce que notre pouvoir spirituel, je ne sais pas si j'ai bien utilisé la phrase dont il a parlé lorsqu'il parlait de la spiritualité, que nous devons récupérer notre pouvoir spirituel ou bien notre spiritualité qui est en Allemagne. Je réponds d'abord au premier intervenant qui pose la question de savoir comment faire transmettre ces messages à l'arrière du pays.
je voudrais lui dire que l'arrière du pays n'attend pas de nous qu'on puisse lui transmettre ces messages, parce que c'est l'arrière du pays qui nous renvoie ces messages. Lorsque je suis allé vers les Ewe entre Ghana et Togo, ils m'ont dit que eux, ils ne considèrent pas les frontières établies par la conférence de Berlin. Je vous dis que l'un de flambeaux, j'avais cité quelques points stratégiques, l'Allemagne a placé un de flambeaux au Togo. Et eux, ils disent, entre les Ewe, qu'ils ne considèrent pas et qu'ils ne vibrent pas par rapport à ces frontières-là. Il faut voir comment le peuple Ewe vit entre le Ghana et le Togo. Et j'étais là parmi eux, et j'ai compris où nous avions travaillé une cartographie peut-être que l'Allemagne n'avait pas. Donc, sur ce point-là, même lorsqu'on va vers le village d'Agoué entre le Bénin et le Togo, c'est la même réalité. C'est-à-dire que ces réalités frontalières établies par la conférence de Berlin, eux, ils ne vivent pas ainsi. Donc, l'arrière du pays, le fond du pays connaît cette réalité. Et le fond du pays est le gardien de cette réalité ancienne de nos aïeux. Sauf que le fond et l'arrière du pays nous demandent à nous de prendre le courage véritable, de porter haut devant la planète tout entière la cartographie et la vision qui est la nôtre. Quant à le dernier intervenant, mon frère qui venait d'intervenir, je voudrais d'abord éclairer un aspect de choses avant d'aller sur sa question qui consiste à savoir aller récupérer le pouvoir, je disais temporel, non spirituel. Les pouvoirs spirituels, je parlais du Vatican, et le pouvoir temporel, je parlais de l'Allemagne. Que nous n'avions pas mélangé. Lorsque nous allons à l'école, la géographie est définie. C'est dans la géographie qu'on a l'habitude souvent d'étudier la cartographie, de voir des différentes cartes, parce que la géographie est en soi la science de l'explication, la localisation et la description des aspects humains et physiques. Lorsqu'il parle des aspects humains, il parle bien entendu de tout ce que nous les humains nous avions fait, et lorsqu'il parle des aspects physiques, il parle de ce qui est spirituel, divin, de ce que nous n'avions pas fait. Nous n'avions pas tracé les océans, nous n'avions pas créé les arbres, ni les girafes, ni les montagnes encore. Donc, dans cette dimension, il y a le maître, les géomètres et l'architecte. Or, dans toutes ces dimensions de la géographie, donc nous voyons qu'il y a l'invisible, il y a les visibles, et il y a ces pouvoirs temporels et spirituels qui rentrent toujours dans la définition des choses. Et lorsqu'on évoque la cartographie, ce n'est pas la carte qui influence l'esprit des gens. Malheureusement, c'est ça la réalité actuelle de l'Afrique. C'est que la carte qui est tracée sur le papier influence la réflexion, influence même les arguments, influence même les armées actuelles. Nous allons défendre bec et ongle le 2 345 000 ou le 2 400 000 km² de la République démocratique du Congo, excepté sur ces périmètres-là, les lacs Ntumba, autrement dit les lacs Maïndombe et le lac Mobutu autrefois. C'est-à-dire qu'il y a des territoires même qui ne sont pas comptés parmi ces 2 400 000 km². Donc nous n'avions pas fait cette confusion. Donc lorsqu'on parle de la cartographie, il faut toujours l'aborder sur le plan spirituel et sur le plan temporel. Nous avions évoqué Kimbangu parce que il a été parmi les percusseurs aussi qui ont tiré, je dirais, qui ont joué les tambours battants de l'Afrique pour dire que la cartographie que nous avions n'est pas la nôtre. La cartographie dans laquelle nous fonctionnons n'est pas la nôtre. Dans sa dimension, il y a une dimension de Kimbangu où il y a la géographie. Lorsqu'on étudie la mission et la spiritualité énoncée par la personne, on voit une grande dimension de la géographie. Que malheureusement, ceux qui se disent kimbanguistes ou ceux qui, parmi nous peut-être, naviguent par rapport à la spiritualité de Kimbangu, n'ont pas amené cette dimension scientifique pour donner la cartographie, donc la science géographique qui incarnait le message en question, pour que derrière ces cordons ombilicaux spirituels sortent des scientifiques qui vont maîtriser et traiter profondément la question de la cartographie. Donc sur ce, il n'y a pas de mélange. Or, sur la question qui concerne comment aller récupérer le pouvoir temporel qui se trouve en Allemagne, c'est avec le même syllabe qu'on écrit allemand, c'est avec ces mêmes syllabes-là qu'on écrit Mandela.
Je répète, c'est avec le même syllabe qu'on écrit allemand. C'est avec ces mêmes syllabes-là qu'on écrit Mandela. Parce que quand on prononce ça dans notre prononciation, il faut ajouter 2 L. C'est la première réponse. Je pense que ça aidera déjà beaucoup à les comprendre. La deuxième réponse, c'est que je dirais, depuis la colonisation, depuis les années 1800, que tous ces gens-là sont venus chez nous, depuis qu'ils sont venus en Afrique, depuis qu'ils ont commencé ce que je disais, l'œuvre de Van Bismarck, les femmes africaines et les hommes africains ont été systématiquement touchés sur le plan de la génétique et sur le plan de la vibration spirituelle qui réside dans le sang. L'autre fois, on parlait de fleuve. On parlait des liens entre le fleuve qui définissent nos frontières et les liens avec le sang qui coule dans nos veines. Or, la nourriture mangée, les médicaments de traitement, les piqûres, les maisons qui ont été construites par le Belge, dans lesquelles le peuple congolais, le peuple africain, les maisons qui ont été construites par les Français, les maisons qui ont été construites par les Espagnols, dans lesquelles les Africains ont dormi depuis les années 50 jusqu'à nos jours, les matériaux utilisés, toutes ces vibrations-là ont eu un impact considérable au niveau de notre sang. Et les sangs qui coulaient dans nos veines depuis nos aïeux, je voudrais vous dire que lorsque les événements de la traite négrière et les exterminations de la colonisation ont commencé, les savants allemands ont soutiré une énorme quantité de sang de nos aïeux. Beaucoup ne sont pas morts parce qu'ils ont été dilapidés, beaucoup ne sont pas morts parce qu'ils ont été coupés en deux. Ils sont morts parce qu'ils ont été vidés de leur sang. Et il y a dans des laboratoires spécifiques, dont je connais la localisation spécifique en Allemagne, les citernes de sang des Africains qui sont là-bas. Et nous qui étions restés, comme je disais, à travers les nourritures, à travers les maisons, à travers les piqûres, lorsqu'on allait se faire soigner et tout autre qui nous ont été donné, nous avions carrément perdu le véritable sang qui coule dans nos veines. Et à partir de 1800, nos parents, nos ancêtres là l'ont eu, ils ont mis au monde des enfants de 1900, dont l'ordre avait totalement changé. Nous sommes venus tous nés dans ces périmètres, les enfants de 2000, ainsi de suite. Les gènes qui nous ont été transmis, la vibration qui nous a été transmise dans nos sangs, c'est quelque chose qui a été déjà totalement faussé. Et le sang qui coule dans nos veines, comme nos fleuves, dont la spécificité réside toujours chez les Allemands, qui contrôlent tout le fleuve de l'Afrique. Lorsque je disais autrefois qu'il faut naviguer, si vous le souhaitez, nous aurons à donner des heures précises. Allez faire vos recherches, allez naviguer dans ces fleuves-là vers ces heures-là. Vous verrez toujours des éléments allemands. Vous verrez toujours des citoyens allemands. Comme pour dessiner la carte, on a besoin d'un papier pour dessiner la carte. Or, les papiers actuels tels qu'il est transformé viennent tous du bois. Or, les arbres qui sont utilisés pour l'industrie du papier, ces arbres-là, il n'y a aucune industrie, je dis bien aucune, toutes les industries qui sont là-bas, qui sont américains, français, belges, derrière toutes ces industries, faites vos recherches, c'est toujours les chimistes, les savants, les herboristes et les connaisseurs allemands qui sont sur le terrain. Au moment où je prends la parole ici devant vous, je le disais autrefois, dans le périmètre forestier de l'Ouganda et du Congo, ce sont les Allemands qui sont là, qui sont en train de couper à grande échelle ces bois-là et qui les amènent chez eux. Pourquoi ils coupent ces bois? Lorsqu'ils produisent ces papiers, c'est sur ces papiers-là, je vous dis qu'on dessine la carte. Donc, aller récupérer le pouvoir temporel, nous devons aller récupérer le sang qui coule dans nos veines, qui réside en Allemagne. Ce n'est pas pour rien que les grands mystiques sud-africains avaient compris qu'il fallait isoler, poser un acte fort et isoler Nelson Mandela, Walter Sisulu, Sobukwe et tant d'autres pendant 27 ans pour nettoyer systématiquement le sang qui coulait dans leurs veines. Et en sortant, ce n'est plus la même dimension vibratoire qu'ils avaient. Or, le jumeau, ou acquis, pas le jumeau, je dirais légal, comparable à de Nelson Mandela en séjour, loin de nos territoires au Cuba, je cite Fidel Castro, est toujours entouré parmi ces mêmes connaisseurs venus de nos territoires, autrefois qui ont été, pendant les déportations des razzias négriers, qui se sont retrouvés là-bas,
qui ont placé son taux vibratoire au même taux qu'avait Madiba. Patrice Lumumba qui n'a pas eu ces taux vibratoires, qui pourtant étaient visés mêmement, au même jour, le même attentat, le même risque planifié par la CIA était le même contre Patrice Lumumba, le même contre Fidel Castro. Mais Lumumba est parti, Fidel Castro n'est pas parti. Parce que il lui a fallu, comme on lui disait, de ne pas prendre en ces moments-là la destinée des choses. Vous avez vu que ce qu'il a essayé, c'est que ça donnait pour le Congo. Et s'il était resté, et s'il avait accepté l'isolement pour que soit nettoyé systématiquement ce sang-là, et qu'il redevienne avec le sang qui est le nôtre, où réside le secret de notre pouvoir temporel que l'Allemagne détient. À ceux qui sont en Allemagne, allez-y dans les laboratoires des recherches, allez-y faire des recherches dans tous ces laboratoires par rapport au sang de noir, et vous reviendrez nous témoigner, nous donner des éléments encore précis. Une étude qui continue à être faite, le sang qui continue à être sucé parmi nos frères, les hommes des hommes, ce qu'on appelle les hommes des hommes, c'est-à-dire les Nkoyi, 2 fois hommes, 2 fois civilisés. C'est dans cette dimension-là que les Allemands ont tiré la dimension selon laquelle les Allemands sont plus civilisés que tous les hommes, que tous les Blancs. Ils sont 2 fois la race pure. Parce que les Nkoyi disaient 2 fois hommes. Or, lorsque eux ils disaient 2 fois hommes, ce n'est pas ce que les Allemands ont compris. Donc, le secret du pouvoir temporel commence là. Commence par ces laboratoires. L'industrie pharmaceutique allemande. Je cite bien, l'industrie pharmaceutique commence par là. Le secret du pouvoir temporel. Or, les forces qui ont vaincu l'Allemagne, qui ont déclenché le combat contre l'Allemagne, ce sont les forces juives qui ont versé leur sang par rapport à la Shoah. Le premier ministre juif est toujours intrinsèquement lié comme le ministre de la Santé. Le premier ministre juif est toujours, jusqu'à preuve du contraire, lié comme ministre de la Santé. Voilà les secrets du pouvoir temporel qu'ils ont déclenché pour récupérer les choses. Il faut aller combattre, il faut aller récupérer le pouvoir temporel. Merci beaucoup, Mboutara Zulu. Moi aussi, je vais ajouter une question parce que là, vous nous avez démontré ces pouvoirs. Mais je pense que la pertinence de la question, c'était de savoir comment le faire. Le comment. Là, vous nous avez dit, oui, c'est ça, voilà, vous nous avez indiqué le pouvoir temporel, où est-ce qu'il est? Il est dans les industries pharmaceutiques, il est dans le sang, il est dans la nourriture. Mais comment allons-nous le reconquérir? Je pense que c'est ça un peu qui inquiète les amis auditeurs. C'est pas si vous pouvez avoir une piste de solution. J'ai donné une forme d'indice tout à l'heure en disant par la première question, c'est avec le même syllabe qu'on écrit allemand, c'est avec le même syllabe qu'on écrit Mandela. Mais excusez-moi. Je suis allé dans la profondeur, j'arrive. Je suis allé encore plus loin pour dire qu'il a fallu accepter l'isolement pour nettoyer son sang, pour qu'il en arrive à porter ses lourds fardeaux, de pouvoir commencer à poser des questions de la cartographie. C'est-à-dire que j'ai donné le lieu, les industries pharmaceutiques, mais qu'est-ce qu'il y a maintenant à faire? Commencer à comprendre ce que produit l'industrie pharmaceutique allemande et juive. Ce sont les premières pistes. Commencer à les étudier. Commencer à étudier de près tous les produits alimentaires venant de ces 2 territoires. Commencer à les étudier de près. Commencer à travailler tous ces produits. D'abord, il faut avoir les diagnostics, comme vous disiez tout à l'heure. Lorsque tout le monde sera d'accord sur les diagnostics par rapport à tous ces produits-là, c'est en ce moment-là, il y a la phase, par exemple, comme on disait, du nettoyage de l'environnement, c'est-à-dire nettoyer les sangs. Or, nous pouvons nous en passer avec le travail qu'on a aujourd'hui, de l'isolement comme avait subi Nelson Mandela, et d'aller dans la logique de traiter le sang directement. Nous savons le faire. Nous savons quel est l'aliment qu'il faut opposer à tout cela. Quel est l'aliment des Kachopia qu'il faut utiliser pour opposer à tout cela, pour nettoyer ça. Et une fois que nous aurons repris le pouvoir temporel, vous verrez, je le disais autrefois par rapport au fleuve, c'est-à-dire comme les fleuves vont se mettre ensemble, les frontières vont se tracer, et le sang sera le même sang. La possibilité du sang lorsqu'il vibre, le Congolais dit, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. La transmission du sang.
Tous les pays africains ont quasiment ces symboliques du sang, les sangs versés par nos ancêtres, les sangs versés pendant la colonisation, les sangs versés par ceci. Parce que sous la terre de l'Afrique est mêlé les sangs qui coulent dans nos veines, la sueur de nos ancêtres, les 7 liquides que j'avais cités autrefois, est mêlé avec la terre qui est la nôtre. Donc, en récupérant déjà le sang, nous allons récupérer tous les restes et nous allons récupérer la terre. Et lorsque vous récupérez la terre, c'est à nous maintenant de retracer ces frontières. C'est un peu tout. Bon, je suis un peu confus parce que l'argumentation est laborieuse, c'est clair. Mais il n'y a pas, il manque quelque chose, il manque un point qu'il faut toucher, c'est-à-dire, le maire pose cette question, comment est-ce qu'il faut récupérer le pouvoir temporel en Allemagne? Parce que quand vous parlez de sang des Africains qui sont en Allemagne, est-ce que c'est le sang qu'on va récupérer dans les banques ici en Allemagne qui va faire que on récupère de manger des produits chimiques? Je ne comprends pas très bien où vous voulez, c'est quoi exactement récupérer le pouvoir temporel pour pouvoir se libérer, parce qu'en fait c'est ça la question, comment se libérer, comment le pouvoir, c'est-à-dire que temporel, c'est pas si vous le mêlez avec le pouvoir politique. Commençons par l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Si nous voulons récupérer le pouvoir temporel, c'est que la pharmacopée, la pharmacie africaine, la pharmacie de ces territoires-là, nous devons en être le maître et le producteur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tout le produit ici de la pharmacopée, j'ai dit bien allemande parce que ce sont les laboratoires qui sont là-bas, c'est-à-dire que quand je disais les sangs qui sont cantonnés dans leur laboratoire, ils ont les échantillons exacts de tous les types de sang, de tout, j'ai dit bien de tout le peuple africain. Et ils ont les éléments qu'il faut pour détruire systématiquement la vibration de ces sons, pour rendre molle ou malade ces sons. À chaque fois qu'un président vient dans un territoire, lorsque le président est trop répressif, lorsque le président a un caractère, comme les gens traduisent, des dictatoriens, sachez qu'il est passé par là-bas. Et à chaque fois qu'il a rechute, suivez dans tout le point stratégique. J'ai dit bien tout le point stratégique, et tous ces hommes d'État, lorsqu'ils ont des rechutes, quand ils annoncent qu'ils sont en Suisse, quand ils sont... Non, ils sont là-bas, en Allemagne. Parce que ces sangs-là, le pur, le mieux, doivent leur être retransmis ou transfusés pour qu'ils redeviennent ce qu'ils étaient. C'est-à-dire lorsque le pouvoir baisse, le pouvoir temporel baisse, c'est comme si quelqu'un, le système immunitaire est en train de baisser. Il faut faire des mécanismes pour permettre à son système immunitaire de résister face à la maladie qui rentre. C'est pareil pour le continent africain. Commençons par la pharmacopée et allons-y par l'industrie agroalimentaire. Par l'industrie agroalimentaire, il y a un nombre des aliments, un nombre des éléments qui rentrent en Afrique. Et lorsque ces aliments-là rentrent et partagés partout, il suffit que 2 ou 3 le mangent. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont utilisé pour propager, par exemple, le virus du sida. Si l'Afrique du Sud retombera demain entre les mains de Blancs, si l'Afrique du Sud va s'écrouler sur le plan économique, le seul combat, c'est le combat du sang. C'est-à-dire que le taux le plus élevé de la contamination du sida, qui est en Namibie, qui est au Lesotho, donc dans tout ce pays, ils sont en train de mettre ça en place parce que c'est là le secret du pouvoir temporel. Comment pourriez-vous diriger la société? Comment pourriez-vous conduire la destinée de ces peuples si ces peuples-là meurent même avant que vous ne fassiez 1 kilomètre? Prenez l'exemple des aventures bibliques conduites par Moïse. Lorsque le peuple a été simplement touché, il ne pouvait plus continuer la marche. Il a fallu d'abord soigner avec le symbolisme du serpent. C'est le même symbolisme qui se trouve dans tous les pharmacopées africains, même ici, dont le secret est détenu maintenant sur le plan spirituel, comme je disais, le serpent par le Vatican. Lorsque le serpent te donne une piqûre dans ton sang, venimeux, tu ne te relèveras pas. C'est-à-dire, je cite, le premier ministre israélien est toujours intrinsèquement lié ministre de la Santé.
Alors, regardez bien le ministère de la Santé, qu'est-ce que ça traite? Les combats résident maintenant là. C'est là qu'il faut commencer. Récupérons ça. Et pour récupérer ça, il faut déposséder l'Allemagne de tous ces échantillons qu'il possède. Il faut déposséder l'Allemagne de toute cette capacité qu'elle possède à nuire à notre temporalité, à nuire à notre sang. Et là, ça serait l'isolement, comme je disais de Madiba, avec le même syllabe qu'on écrit allemand, qu'on écrit Mandela, c'est-à-dire redevenir le vrai, les hommes des hommes africains, le vrai allemand. Récupérer ces faux allemands là, tout ce qu'ils ont, et pour le récupérer, lorsqu'on parle de l'industrie pharmacopée, nous nous soignons autrement. Lorsqu'on parle de l'agroalimentaire, nous mangeons autrement. Comme ça, les éléments qu'eux ils ont, s'ils les font rentrer, cela ne rentrera pas. C'est après 95 ans qu'ils l'ont atteint que ça réagit. Infection pulmonaire, qu'il est mort, Mandela. Alors, Simon Kimbangu, c'est lui, comme je disais tout à l'heure, il détenait les secrets de deux poumons de l'Africain. Le poumon spirituel et le poumon temporel, qui est l'expression, comme je disais, du pouvoir économique. Parce que la conférence de Berlin, c'était une conférence économique. Lorsqu'on parle de l'industrie agroalimentaire, on voit les chiffres économiques. Lorsqu'on parle de l'industrie pharmaceutique, c'est l'économie. Ce n'est pas de la médecine, ça, c'est de l'économie, tout ça. Toute cette pharmacopée, c'est de l'économie. Il n'y a rien de médical là derrière. Tout ça, c'est de l'économie. Ces laboratoires sont des marchandises, sont des entités économiques. Les médecins, pas tous, la quasi-majorité sortis des conventions, c'est-à-dire de la médecine conventionnelle, sont des économistes, parce qu'un médecin ne te donnera jamais les prescriptions qu'un médecin, parce que la science médicinale, tout le monde la possède. Un Marocain peut te soigner les mal du dos avec la technique qui consiste à masser par des feuilles ou à t'enterrer dans la terre pour que la chaleur de la terre puisse te guérir. Mais un médecin possédant la science occidentale, la médecine occidentale, va t'écrire des cachets. Il te dira, il te donnera une ordonnance. Et cette ordonnance-là, il va préciser emballage d'origine qui sortira des industries pharmacopées allemandes placées en Belgique, en France, en Grande-Bretagne. Donc voilà comment on va commencer à récupérer le pouvoir temporel. C'est ça la conférence de Berlin. Merci Mbouta Dompey. En tout cas, je pense que ce sujet doit encore continuer et pour nous permettre de sortir le maximum, je dirais, si c'est possible, des choses par rapport à ce sujet qui est tellement importante. Alors moi, je vais, par conclusion pour aujourd'hui, juste revenir sur deux choses par rapport à ce que j'ai dit. Par exemple, considérant effectivement la cartographie telle que cela a été défini, au jour d'aujourd'hui, la cartographie architecturale justement de l'Afrique, je pense que les éléments un peu plus précis ont été donnés par le frère Ouazoulou. Vous allez vous rendre compte, hein, aujourd'hui en Afrique, partout, nous nous plaignons qu'il fait chaud. Pour ceux qui ont eu la chance peut-être de voyager au Congo ou n'importe où en Afrique, nous nous plaignons qu'il fait chaud. Mais souvenez-vous que nos ancêtres aussi ont vécu là, avec cette même chaleur-là. Mais ils ont su vivre en harmonie avec la création, avec tout ce qui était autour, mettre en place des architectures qui étaient respectueuses de l'environnement. Et aujourd'hui, utilisant les cartographies, sortant des écoles occidentales, nous baptisons sous l'influence de cette intelligence-là, et cela nécessite des appareils consommateurs de beaucoup d'énergie et qui polluent, qui détruisent encore davantage l'environnement, les splits, tous ces appareils-là pour rafraîchir l'air que nous respirons dans notre maison. Et cet air-là n'est pas non plus forcément bonne pour la santé. Et pour ce qui est aussi de la nourriture, juste une anecdote et puis je vais terminer par là. Il y a une personne qui est revenue de Kinshasa récemment. Cette personne-là était en contact avec des Libanais qui sont actuellement au Congo et ils commercialisent en fait du poulet congelé, du poulet surgelé. Et la personne a dit aux Libanais, en fait, ce serait bien que moi aussi je puisse goûter à cette nourriture-là pour voir un peu la teneur en saveur, comment est-ce que ça goûte. Et les Libanais, avec stupeur, lui a dit, ces choses-là, moi je ne les mangerai jamais. Pourquoi? Parce que ces aliments-là, ils sont conservés avec du formol.
vous vous rendez compte comment est-ce que le peuple congolais, le peuple d'Afrique est empoisonné carrément. Donc si nous ne reprenons pas le contrôle de ces choses-là, ben écoutez, on aura des maladies, les gens vont mourir. Alors, nous, comme nous avons cette facilité-là de voir les sorciers, on verra les sorciers partout, alors que les vrais sorciers est peut-être ailleurs. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Je crois que d'ailleurs, nous allons chercher à lancer aussi une série d'émissions sur l'alimentation, hein, parce que parmi les cancers qui rongent le peuple de Cachopa, du point de vue de la santé physique comme de la santé mentale aussi, il y a la nourriture. Donc, nous allons parler aussi de l'alimentation, parler de grandes corporations comme Monsanto avec tous les produits d'ailleurs. Je voudrais juste, en dernier mot, d'abord faire une conclusion par rapport aux émissions précédentes. Nous avions longuement abordé les questions de cette entités de manière dans notre micro. Et je voudrais que tout le monde se rappelle que la ville de Vatican est une ville bâtie sur cette colline et cette montagne. Et c'est cette montagne-là sont en réalité les 7 âmes dont on parlait l'autre fois et les 7 fleuves dont on a évoqué autrefois de l'Afrique. Et qu'il faut aller récupérer ça. Il faut aller faire effondrer cette maison de ces montagnes et de ces collines pour récupérer les 7 âmes qui nous appartiennent. Et je voudrais lancer maintenant un vibrant appel à tous les frères africains, à tous ceux qui sont sortis de Cachopia, qui sont au Cuba, Venezuela, partout, Martinique, Guadeloupe, à ceux du Congo, que nous devons joindre nos forces et empêcher Joseph Kabila de continuer à conduire la destinée du peuple congolais. En annonçant qu'il va rentrer dans la phase sociale, celle du ventre pour nourrir le peuple congolais, beaucoup doivent d'abord se poser la question, il va nourrir le Congolais avec quoi? Et nous avions une idée exactement de ce qu'il va donner à ce peuple-là à manger. Donc il faut l'empêcher de continuer dans cette œuvre-là. Et nous serons sur la première ligne s'il le faut. Ça sera le dernier mot pour ce soir. Merci beaucoup. En tout cas, le message est bien passé. Shit.